En avril 1945, les troupes Vorwerthern britanniques et canadiennes prirent d'un d'assaut le tristement célèbre camp de concentration nazi situé entre les villes de Bergen et de Belsen, en Basse-Saxe. Motivés par des renseignements indiquant la présence de prisonniers de guerre alliés, leur mission première était de les libérer et de poursuivre leur progression vers Berlin, le cœur du Troisième Reich. Cependant, rien ne pouvait les préparer à l'horreur qui les attendrait en franchissant les portes de Bergen-Belsen. Une scène macabre se déroulait sous leurs yeux, des dizaines de milliers de cadavres en décomposition et de prisonniers agonisants, pour la plupart juifs, réduits à l'état d'ombre à peine reconnaissable. Le camp abritait 480 nazis, dont des gardes et des membres du personnel du commandement, dont 45 femmes. Indépendamment de leur sexe, ils partageaient tous un passé de cruauté et de sadisme difficile à saisir. Ce groupe fut responsable de certaines des atrocités les plus horribles de l'histoire. Bergen-Belsen, qui était à l'origine un camp de prisonniers de guerre, est devenu une machine impitoyable qui a causé la perte tragique de 50 000 vies innocentes. Rejoignez-nous pour découvrir les horreurs qui s'y sont déroulées à travers de superbes images, en couleurs retraçant le sombre parcours de ce lieu de ses origines à son statut de véritable symbole d'extermination. Bienvenue aux archives de la guerre. La vie dans les camps d'extermination nazis, une expérience terriblement pire que la mort. L'idéologie nazie de suprématie aryenne a conduit à classer certaines personnes comme inaptes, incapables de travailler, de socialiser ou simplement d'exister selon cette logique brutale. Parmi elles figurent les malades mentaux, les handicapés physiques, les malades en phase terminale et les personnes âgées. Hitler, impitoyable, a mis en œuvre une méthode pour éliminer ceux qu'il considérait comme indésirables grâce à l'euthanasie, également appelée euthanasie. En octobre 1939, cherchant à libérer des ressources pour soigner les soldats blessés, il a signé un ordre secret autorisant les médecins à pratiquer l'euthanasie sur les patients ayant peu de chances de guérison. Ce projet secret a été baptisé T4, d'après l'adresse du bureau de Hitler, Tiergartenstrasse 4 à Berlin. 6 centres d'euthanasie furent créés dans des régions reculées d'Allemagne. Dans ces lieux isolés, plus de 50 000 personnes jugées incurables furent prétendument tuées humainement et leurs corps incinérés. Les proches reçurent de faux certificats de décès. Les médecins testèrent de diverses méthodes monoxyde de carbone, injection de morphine, cyanure et autres poisons. Chaque centre disposait de chambres à gaz, conçues par un officier Heinrich Himmler, voyait le projet T4 comme un outil utile pour les camps de concentration. Les exécutions systématiques dans les centres d'euthanasie étaient de plus efficaces et moins chaotiques que les fusillades de masse courantes dans les camps. Les SS pouvaient désigner les plus faibles comme inaptes et les transférer dans un institut d'euthanasie sans attendre leur mort naturelle. Ils pouvaient même qualifier les prisonniers politiques de déficiences mentaux. Certains formulaires psychiatriques à Dachau et à Ravensbrück mentionnaient des comportements tels que l'hostilité envers les Allemands ou la sympathie pour le communisme comme signe de maladie mentale. Le nombre exact de personnes euthanasiées dans les camps est moins précis en raison de la destruction de nombreux registres méticuleux, bien qu'on estime qu'au moins 20 000 personnes y sont mortes. En adoptant une politique de meurtre ratio délibérée et à peine dissimulée, chaque décision ultérieure devenait sinistrement logique selon ce raisonnement tortueux. Une fois l'exécution des individus inaptes dans des instituts dédiés légitimés, et après avoir accepté le transfert des indésirables vers ces lieux, l'étape suivante consistait à introduire les exécutions médicales directement dans les camps. De là, il n'y avait qu'un pas à franchir pour établir des installations
dont le seul but serait l'extermination massive, non pas d'individus isolés, mais de toute une race jugée indigne de vivre les Juifs. En 1941 et 1942, 4 camps d'extermination dédiés furent construits, et 2 camps existants furent adaptés pour combiner travail forcé et extermination systématique. À l'apogée du régime nazi, une opération terrifiante, l'opération Reinhard, fut menée pour affronter ce que les nazis appelaient le problème juif. Ce plan visait le génocide systématique de la population juive. Nommé en hommage à Reinhard Heydrich, l'un des officiers supérieurs chargés de mettre en œuvre la solution finale. Cette initiative est devenue l'une des pages les plus sombres de l'histoire. La stratégie fonctionnait d'une manière terriblement méthodique. Les Juifs des ghettos de Pologne et de certains territoires russes occupés étaient déplacés vers l'Est, un euphémisme sinistre qui désignait en réalité les camps d'extermination. De même, les Juifs résidant encore en Allemagne étaient transportés vers les ghettos vidés, pour ne faire que répéter le cycle à chaque transfert. De nouvelles vies étaient prises dans une réaction en chaîne qui ne s'arrêtait qu'à sa destruction totale. Ces camps d'extermination étaient stratégiquement situés dans les régions orientales de la Pologne. Cet emplacement n'était pas fortuit. Loin des critiques directes de l'opinion publique allemande, il était plus facile de gérer ces centres d'horreur à l'abri des regards indiscrets. Fin 1941, une grande partie de la population juive d'Europe restait concentrée sur les territoires polonais et russes, à portée de main du rêve expansionniste, utopique, quoique morbide, d'Hitler. Dans ce contexte, la région orientale de la Pologne, proche de la frontière russe, offrait des conditions idéales de vastes forêts, capables de dissimuler les usines de la mort, un réseau ferroviaire, performant pour les transports en commun, et une population locale, dont certains membres étaient profondément antisémites, moins enclines à intervenir face aux horreurs vécues par les victimes juives. Bien que d'innombrables groupes aient souffert sous le joug nazi dans les camps et les prisons disséminées dans les territoires occupés, aucune communauté n'a été soumise à une haine aussi systématique, planifiée et meurtrière que le peuple juif. L'appareil nazi ne cherchait pas simplement à asservir ou à punir, il visait directement l'élimination complète. Il convient toutefois de noter que l'Allemagne abritait également un vaste réseau de camps de prisonniers de guerre. Bien que ceux-ci ne fassent pas directement partie du programme d'extermination, les conditions de détention y étaient tout aussi épouvantables, laissant leurs détenus confrontés à une lutte constante pour leur survie. Ce chapitre de l'histoire du monde demeure un rappel poignant de l'ampleur de la cruauté qui peut survenir lorsque la haine et l'intolérance s'institutionnalisent. Revoir ces histoires nous permet non seulement de comprendre ce qui s'est passé, mais aussi de souligner l'importance de ne jamais baisser la garde face à toute forme de discrimination ou de totalitarisme. Bergen-Belsen, 2 noms liés à l'horreur. Les hommes et les femmes qui arrivèrent au camp de Bergen-Belsen, dans le nord de l'Allemagne, le considéraient comme une destination relativement favorable et estimaient que ce qu'ils y faisaient était juste. Malgré les ordres d'obéissance aveugle et absolue qu'ils recevaient de leurs supérieurs SS, ils se sentaient parfois libres de critiquer la direction du camp. Nombre d'entre eux, au-delà des déclarations faites à leurs ravisseurs à la fin de la guerre, croyaient fermement à l'idéologie nazie, ce qui leur permettait de remettre en question certains aspects de leur exécution. Les gardiens savaient qu'ils participaient à un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité, l'extermination systématique de milliers de personnes en quelques mois seulement. Au camp, ils avaient en créé des usines de la mort, que ce soit par le biais de chambres à gaz ou comme à Belsen, où les prisonniers s'étaient torturés, exécutés, privés de nourriture et abandonnés à leur sort. Ce qui les préoccupait n'était pas la souffrance des détenus, mais l'efficacité et le bon fonctionnement du camp.
La plupart des gardes menaient une vie relativement confortable. Ils vivaient dans des baraquements partagés avec leurs collègues. Pour les officiers, les conditions étaient encore meilleures, car beaucoup résidaient avec leurs familles dans des maisons réquisitionnées à proximité, bénéficiant d'un niveau de vie bien supérieur à celui d'une unité combattante. Dans cet environnement familial, ils créaient une atmosphère paisible et parvenaient à se tenir à distance des atrocités du camp de concentration. Presque tous les officiers étaient déterminés dès le départ à dissimuler la véritable nature de leurs activités au monde extérieur. Dans leur esprit, ils protégeaient non seulement leur serment de loyauté, mais aussi leur image d'êtres humains. Le camp de concentration de Bergen-Belsen devint un élément important du système officiel des camps dès sa création, en avril 1943. Il se distinguait des autres camps nazis à plusieurs égards. Initialement, il était conçu pour détenir des otages juifs de valeur pour les SS, pour diverses raisons, les utilisant comme monnaie d'échange contre des Allemands détenus à l'étranger, des devises étrangères ou des biens de valeur pour l'effort de guerre. La nature du camp changea en mars 1944 avec l'ouverture d'une section pour les prisonniers et malades d'autres camps, incapables de travailler. En août 1944, une section pour les femmes fut ajoutée. En décembre 1944, le camp devint une destination pour de nombreux convois d'évacuation d'autres camps. La surpopulation et les conditions de vie désastreuses qui en résultèrent provoquèrent des décès massifs. Quelques 18 000 personnes périrent rien qu'en mars 1945. Ce chiffre n'inclut pas les victimes des marches de la mort, où les prisonniers étaient emmenés de forces de camp comme Auschwitz vers des camps plus abrités en Allemagne. La mauvaise condition physique et les rudes conditions de l'hiver européen firent que peu d'entre eux atteignirent leur destination suivante. Ce phénomène fut particulièrement visible au camp satellite de Hohn. Début avril, quelques 15 000 prisonniers du camp de Mittelbau-Dora y furent transférés dans des conditions déplorables. Mittelbau-Dora, un camp annexe de Buchenwald, avait vu ses prisonniers soumis au travail forcé dans des tunnels près de Nordhausen pour la fabrication de fusées V2 et de bombes volantes V1. Exécutions sommaires, famine délibérée et cruauté extrême y étaient monnaie courante. Avec l'avancée des Alliés vers Dora, les SS assassinèrent les prisonniers trop faibles pour être transférés. Ceux qui pouvaient ne marcher furent contraints de marcher jusqu'au camp de Hohn. Malgré les mauvais traitements et la privation de nourriture continue à leur nouvelle destination, de nombreux détenus étaient physiquement mieux lotis que ceux du camp principal de Belsen. Au moins 52 000 des quelques 120 000 prisonniers de Bergen-Belsen sont morts de faim ou de maladie, des mauvais traitements infligés par les SS ou des conséquences immédiates de leur libération. Dead Man Walking, la découverte choquante des Alliés à Bergen-Belsen. Le 15 avril 1945, alors que le président Franklin Delano Roosevelt était inhumé à Hyde Park, dans l'État de New York, le camp de concentration de Bergen-Belsen fut remis aux forces de la 2e armée britannique, faisant partie du 21e groupe d'armées alliées, composé de troupes britanniques et canadiennes. La reddition du camp avait été négociée quelques jours plus tôt, et l'après-midi même, les premières unités britanniques y pénétrèrent. Elles arrivèrent dans une camionnette équipée de haut-parleurs, escortées par des membres du 63e régiment anti-chars de l'artillerie royale. Parmi les soldats qui escortèrent l'entrée, se trouvait Chaim Herzog du corps du renseignement, qui deviendrait plus tard ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU et plus tard 6e président de l'État d'Israël. Une semaine plus tôt, le camp abritait plus de 60 000 prisonniers, dont près de la moitié avaient récemment été transférés d'autres camps. Entre le 11 et le 14 avril, les prisonniers encore aptes au travail
furent contraints par les SS d'enterrer leurs corps dans des fosses communes en prévision de leur reddition. Cette scène d'horreur fut grotesquement embellie par la musique nazie. Au milieu de ce travail macabre, les gardes distribuèrent des instruments de musique aux prisonniers. Tandis que 2 orchestres jouaient de la musique de danse, quelques 2000 détenus traînaient les corps à l'aide de bandes de tissu ou de sangles attachées aux membres des morts. Pendant 4 jours, de l'aube au crépuscule, ce spectre terrifiant se déploya sous les yeux des captifs et de leurs oppresseurs. Lorsque les soldats britanniques et canadiens prirent le contrôle du camp, ils découvrirent environ 10 000 corps en décomposition éparpillés dans tout le camp. Les survivants étaient ravagés par la faim et des maladies comme le typhus. La situation était si critique qu'au moins 14 000 personnes moururent peu après la libération. Le lendemain, un convoi de plus de 100 ambulances, conduit par des volontaires civils américains, quitta l'Italie pour Bergen-Belsen afin d'apporter une assistance médicale. Cependant, ce nombre était insuffisant pour transporter les milliers de personnes qui en avaient urgemment besoin. Les forces alliées furent contraintes de prendre la décision déchirante de savoir qui aider en premier, en donnant la priorité à ceux qui avaient le plus de chances de survivre. Les récits des libérateurs dressent un sombre tableau du camp. Les prisonniers étaient des ombres humaines émaciées, apathiques, entassés dans des baraques en bois sans lit, ni couverture, beaucoup n'avaient même pas de vêtements. Les conditions de vie des femmes étaient encore plus déplorables, vêtues seulement de haillons crasseux si elles avaient de quoi se couvrir. Les morts étaient dispersés dans le camp ou entassés près des blocs où étaient soignés les malades les plus graves, dans des espaces appelés à tort hôpitaux. Des milliers de cadavres nus et squelettiques restaient sans sépulture, à divers stades de décomposition. Les installations sanitaires étaient quasi inexistantes, des trous de fortune servaient de latrines, mais, en raison de leur extrême faiblesse et de la faim, de nombreux prisonniers déféquaient et urinaient sur place, même à l'intérieur des baraques. Privés d'eau courante et d'électricité pendant des mois, les détenus étaient également incapables de se laver. Après la libération de la région, les forces britanniques ont dû faire face à de multiples défis urgents. Enrayer la propagation du typhus était la priorité immédiate. La maladie avait déjà fait des centaines de victimes et menaçait de se propager rapidement parmi les survivants. De plus, il était essentiel d'enterrer les corps avant que la chaleur estivale ne déclenche des épidémies de choléra. Il fallait également garantir une alimentation suffisante pour réduire la mortalité due à la malnutrition, identifier ceux qui avaient encore une chance de guérison et les évacuer vers des lieux plus sûrs où ils pourraient recevoir des soins adéquats. La tâche humanitaire était immense et difficile. En tant que force militaire, les Britanniques étaient mal équipés pour gérer une crise sanitaire et sociale aussi dévastatrice. De nombreux bâtiments du camp furent temporairement aménagés pour soigner les malades. Cependant, au départ, seules 8 infirmières étaient disponibles pour soigner les 20 000 survivants dans un état critique. Face à cette réalité dévastatrice, près de 300 membres du corps médical royal de l'armée restèrent sur place pour organiser les soins médicaux tout en luttant contre des maladies extrêmement virulentes nécessitant une hospitalisation urgente. Environ 30 000 hommes, femmes et enfants avaient une chance de survie s'ils recevaient des soins médicaux, mais leur sort était inévitablement fatal s'ils n'étaient pas nourris ou évacués du tristement célèbre camp de l'horreur. Initialement, les malades avaient été placés sur des lits crasseux posés à même le sol, les places étant quasi inexistantes. Pire encore, le personnel médical limité et les rares infirmières disponibles travaillaient sans ressources essentielles, thermomètres, médicaments, bandages, bassins hygiéniques et autres articles essentiels pour soigner les patients. Mais le plus déchirant,
c'est qu'ils ne parlaient non pas la langue des prisonniers, ce qui rendait la communication extrêmement difficile. À la découverte des cruautés du camp de femmes de Bergen-Belsen, sur les 55 000 gardiens qui participèrent au sombre régime des camps de concentration nazis, près de 3 700 étaient non des femmes. Leur arrivée dans ces lieux marqués par l'horreur commença en 1942, lorsque les premières gardiennes furent envoyées à Auschwitz et à Majdanek depuis le camp de Ravensbrück. Cependant, ce n'est qu'en 1943 que le recrutement des femmes s'intensifia, motivé par la pénurie d'hommes pour exercer ces fonctions. Le profil de ces gardiennes était assez homogène des femmes de la petite bourgeoisie, sans expérience professionnelle préalable et souvent issues de milieux où l'emploi formel était inexistant. Dans les camps, ces femmes manquaient de respect de la part des prisonnières, généralement plus instruites et cultivées. Malgré cela, de nombreuses Allemandes répondirent à l'appel à rejoindre la SS féminine, motivées par des annonces dans les journaux qui faisaient appel à leur amour du Reich. Certaines s'étaient attirées par la promesse d'un travail léger et d'un salaire compétitif, tandis que d'autres n'avaient guère le choix, on leur offrait la possibilité d'évoluer et de quitter des emplois peu rémunérés ou peu prestigieux si elles acceptaient ce rôle au sein du régime. En 1944, être gardienne dans un camp de concentration signifiait gagner plus que ce que beaucoup de femmes pouvaient espérer dans leurs emplois précédents. Par exemple, une gardienne célibataire de 25 ans pouvait gagner bien plus qu'une ouvrière du textile. La pression venait également de l'État. En 1943, le ministère du Travail du Reich était autorisé à recruter des femmes âgées de 17 à 45 ans pour le service militaire. Dès lors, la majorité de celles qui se présentaient à l'entraînement dans les camps étaient non des recrues et non des volontaires. Ravensbrück, spécialisé dans la formation de gardiennes depuis 1938, hébergeait ces recrues pour des périodes allant d'1 semaine à 6 mois. Elles y recevaient une formation intensive sous la supervision directe du chef responsable. L'instruction portait sur les règles générales du camp, les protocoles de prévention des évasions et de détection des sabotages. Elles apprenaient également à punir les détenus dans le cadre établi par la SS. Une règle essentielle, elles ne devaient établir aucun lien personnel avec les détenus. La cruauté faisait partie du système. Cependant, toutes les recrues ne parvenaient pas à adopter cette brutalité comme mode de vie. Certaines manifestaient de l'empathie envers les prisonniers, ce qui les mettait en danger aux yeux de leurs supérieurs. Les gardiens qui osaient désobéir ou se montrer molles étaient souvent punis de manière exemplaire pour leur insubordination. La stratégie du régime était claire, endurcir les recrues progressivement jusqu'à ce qu'elles acceptent la brutalité constante comme un quotidien. Un autre lieu important dans ce sombre panorama était Bergen-Belsen, qui, à partir d'août 1944, devint un centre clé pour la formation et les tests des gardiennes. La même année, une section du camp fut spécifiquement transformée en camp pour femmes. En quelques mois seulement, entre août et novembre, environ 9000 femmes et filles y furent incarcérées. Celles qui étaient en bonne forme physique étaient rapidement affectées à d'autres camps ou au travail forcé dans les 3 camps annexes de Bergen-Belsen. Au début, ces prisonniers étaient temporairement logés dans des tentes de fortune à l'intérieur du camp, exposés au froid et à des conditions déplorables. Cependant, en novembre 1944, un événement étrange se produisit. Une violente tempête détruisit ces tentes juste avant l'arrivée du Rudolf hiver allemand. De nombreux prisonniers furent alors transférés dans des baraquements. Bien que ces structures fussent froides et infestées de rats et de puces, elles représentaient une amélioration par rapport aux tentes extérieures inhumaines où ils étaient initialement confinés. Les premières détenues du camp de femmes étaient des Polonaises arrêtées après l'insurrection de Varsovie et déportées plus tard, certaines avec leurs enfants.
Les conditions étaient déplorables, l'endroit était sale, humide et glacial. Les femmes souffraient constamment de la faim, manquaient d'hygiène et contractaient des maladies infectieuses et mortelles comme le typhus. Avec l'afflux croissant de prisonniers juifs, la surpopulation aggravait encore la situation. La plupart des nouvelles détenus étaient des juifs polonais et hongrois transférés d'Auschwitz. Parmi les prisonnières restées à Bergen-Belsen figuraient Margot et Anne Frank. Cette dernière mourut en mars 1945. Le journal d'Anne reste l'un des témoignages les plus bouleversants de la brutalité absolue qui caractérisait la vie dans les camps de concentration. Transférer les méthodes d'Auschwitz à Bergen-Belsen, Josef Kramer et Irma Grese. Les prisonniers d'Auschwitz ne furent pas les seuls à être envoyés à Bergen-Belsen. À mesure que la guerre progressait et que les nazis comprirent que les camps polonais ne résisteraient probablement pas longtemps, ils commencèrent à transférer certains de leurs commandants les plus célèbres de Pologne vers des camps plus sûrs en Allemagne. De plus, le besoin d'éliminer le plus grand nombre possible de prisonniers se faisait de plus en plus sentir, en particulier ceux dont la détérioration physique les rendait inaptes au travail forcé. Bien que Bergen-Belsen n'ait jamais comporté de chambres à gaz, comme beaucoup d'autres camps d'extermination, les commandants et les gardes SS y ont appliqué leurs propres méthodes cruelles pour mener à bien l'extermination. Johanna Bormann, une gardienne de camp connue pour sa cruauté envers les prisonniers, fut transférée d'Auschwitz à Bergen-Belsen fin 1944. Dès son arrivée, elle fut immédiatement affectée à des tâches administratives liées aux listes. Peu après, Irma Grese, sa supérieure directe à Auschwitz, fut également transférée à Belsen. À Auschwitz, le nom de Grese était des synonymes de brutalité. Surnommée la Hyène d'Auschwitz, elle devint l'un des exemples les plus célèbres de l'entraînement SS à son apogée. En 1943, à seulement 20 ans, elle fut transférée de Ravensbrück à Auschwitz, où elle assuma le poste de surveillante et contrôla 31 baraquements abritant quelques 30 000 femmes. Bien qu'elle ait déjà maltraité des prisonnières à Ravensbrück, Auschwitz lui offrit de nombreuses autres occasions d'exprimer son sadisme. Toujours impeccablement vêtue, elle se promenait avec des bottes noires brillantes, un fouet à la main et un élégant uniforme SS, instillant la terreur parmi les prisonniers qu'elle choisissait de torturer ou de tuer. À Belsen, Grese arriva avec la même détermination à infliger des tourments qu'il avait caractérisés dans les autres camps. Josef Kramer, le commandant de Belsen, avait également travaillé avec elle à Auschwitz. La rumeur courait qu'ils entretenaient une relation amoureuse. C'est pourquoi, lorsqu'on lui proposa une réaffectation dans un autre camp, Grese demanda à rester à Belsen. Ses codétenus soupçonnèrent qu'elle préférait rester dans cet abîme de horreur, ravagé par une épidémie de typhus, par amour pour le commandant Kramer. Cependant, Bormann découvrit que Grese entretenait une liaison secrète avec Franz Hatzinger, un garde-S marié de 14 ans son aîné, qu'elle avait rencontré à Auschwitz. Malgré la situation militaire complexe et le chaos du camp, les relations personnelles cruelles de Grese ne l'empêchèrent pas de continuer à terroriser les prisonniers. Au milieu de l'effondrement du Reich, Grese et Bormann poursuivirent les exactions qui les avaient rendus tristement célèbres à Auschwitz. Tandis que des prisonniers mouraient autour d'eux et que le typhus ravageait le camp, ils ordonnèrent à des femmes faibles et émaciées de participer à des exercices physiques exténuants, comme porter de lourdes pierres sur leur tête pendant de longs moments. Ces pratiques étaient dénuées d'utilité pratique, leur seul but était de satisfaire les pulsions sadiques des gardes. Josef Kramer ne fit pas exception, sa gestion impitoyable de Belsen lui valut le surnom de la bête de Belsen. Il arriva au camp comme commandant en décembre 1944, après avoir été transféré d'Auschwitz-Birkenau.
Alors même que le système nazi s'effondrait sous les offensives soviétiques et alliées, Kramer maintint un contrôle bureaucratique strict tout en perpétuant la terreur sur les détenus. Sous son administration, des milliers de personnes moururent de faim et de maladie. Avec l'effondrement imminent du Reich, l'organisation du camp se détériora dramatiquement. Les corps s'accumulèrent et une odeur de décomposition imprégna le camp, les prisonniers évacués étant abandonnés sans ressources. Alors que le chaos s'intensifiait, Kramer augmenta la pression sur ses subordonnés, les exhortant à redoubler de brutalité. Cela poussa les gardes les moins violents à adopter des pratiques extrêmes et ils commencèrent à frapper et à assassiner sans discernement femmes et enfants, tout en tirant sur ceux qui étaient trop faibles pour obéir à leurs ordres. Le 8 avril 1945, Franz Hössler arriva à Belsen pour tenter de reprendre le contrôle de la situation en tant que commandant adjoint sous Kramer. Il ordonna immédiatement des châtiments corporels et des exécutions pures et simples contre les prisonniers, participant activement à ces atrocités. Mais la brutalité du régime cessa définitivement lorsque les forces britanniques libérèrent donc le camp le 15 avril 1945. Hössler tenta de se dissimuler parmi les prisonniers en portant des vêtements de camouflage. Il fut rapidement identifié et arrêté avec le reste du personnel SS. Les procès qui suivirent aboutirent à l'exécution de Kramer, Hössler et Irma Gress par le bourreau britannique Albert Pierrepoint le 13 décembre 1945. La fin des camps, mais pas des souffrances, la libération de Bergen-Belsen. La libération des camps de concentration ne marqua pas la fin du calvaire pour des milliers de victimes. Nombre d'entre elles, affaiblies par la famine, les mauvais traitements et un épuisement extrême, ne survécurent pas au-delà de la première semaine de liberté. Pour certains, leur corps s'effondra irrémédiablement. Pour d'autres, la nourriture abondante que les sauveteurs leur offraient dans l'espoir de retrouver des forces se révéla trop lourde pour leur corps gravement endommagé par la malnutrition. À Dachau, dans les jours qui suivirent sa libération, le taux de mortalité quotidien atteignit 200 personnes, tandis qu'à Bergen-Belsen, ce chiffre atteignit près de 500. L'assaut sur Bergen-Belsen ne faisait pas partie des plans initiaux des Alliés. Début avril 1945, les troupes de la 11e division blindée britannique progressaient à travers le nord de l'Allemagne, près de Hambourg, en direction de Berlin. Ce mouvement s'inscrivait dans l'offensive finale visant à assurer la victoire des Alliés sur les forces nazies. Cependant, la progression de la division fut interrompue par l'approche d'un Allemand portant un drapeau blanc, demandant une trêve. Il venait d'un lieu appelé Bergen-Belsen. Au début, les officiers britanniques ne manifestèrent aucune envie de négocier, mais ils découvrirent rapidement que Bergen-Belsen se trouvait sur leur route. Ils y virent l'occasion de secourir leurs camarades dans un camp de prisonniers de guerre sans avoir à tirer. Ils décidèrent d'enquêter, mais furent avertis d'un danger, le typhus avait ravagé le camp et risquait de se propager. Le 15 avril, les soldats du 63e régiment anti-chars furent les premiers à poser le pied à Bergen-Belsen. Ce qu'ils découvrirent était inimaginable: environ 60 000 personnes au bord de l'effondrement et 13 000 corps non enterrés. Le typhus et le manque de personnel avaient empêché l'enterrement des morts, et dans les jours qui suivirent, l'épidémie fit environ 500 victimes par jour. Si l'arrivée des Alliés fut un motif de réjouissance pour les prisonniers, leur calvaire ne s'arrêta pas là. Bergen-Belsen n'était pas initialement destiné à être un camp d'extermination. Cependant, les atrocités de la guerre et le manque de préparation des libérateurs britanniques et canadiens ont entraîné un nombre élevé de victimes. Malheureusement, sur les 50 000 personnes qui ont péri à Bergen-Belsen, quelque 35 000 sont mortes dans les seuls mois précédant sa libération, sans jamais connaître la liberté
dont elles étaient si proches. Par la suite, soldats, médecins et volontaires britanniques travaillèrent donc sans relâche pour établir un peu d'ordre au milieu de l'horreur. Les morts furent enterrés, les malades soignés, et le rétablissement de vie brisée commença à prendre forme, même les enfants retrouvèrent des moments de jeu. Une fois la situation maîtrisée, les Britanniques reportèrent leur attention sur les responsables des conditions de détention épouvantables révélées en avril 1945. Parmi eux, le commandant du camp à sa libération, le capitaine SS Joseph Kramer, se distinguait. Kramer était en poste depuis décembre 1944, après avoir supervisé les opérations cruelles d'Auschwitz. Alors que l'avancée soviétique poussait les prisonniers vers Bergen-Belsen, les problèmes de surpopulation, de famine et de maladie s'intensifièrent sous sa direction brutale. Ces conditions ne firent qu'empirer sous le régime impitoyable de Kramer, surnommé la bête de Belsen sous son règne. Le camp devint l'un des plus meurtriers d'Allemagne, sans aucune chambre à gaz. Le 20 avril, le camp subit un raid aérien mené par 4 avions de chasse allemands. L'emplacement du camp fut probablement révélé par des soldats allemands précédemment autorisés à retourner au front par les Britanniques. Cette attaque causa la mort de 3 infirmières britanniques et endommagea l'approvisionnement en eau du camp, aggravant la situation et provoquant de nouveaux décès par déshydratation. Dans les jours qui suivirent, les prisonniers survivants furent épouillés et transférés dans un camp voisin de l'armée blindée allemande, devenu le camp de personnes déplacées de Bergen-Belsen. En 4 semaines, près de 29 000 survivants y furent relogés. Avant d'en céder le contrôle, les SS détruisirent les archives administratives du camp, éliminant ainsi la plupart des preuves documentaires. Les Britanniques ordonnèrent à d'anciens SS d'aider à enterrer des milliers de corps dans des fosses communes, une tâche qu'ils avaient eux-mêmes imposée à maintes reprises aux prisonniers par le passé. Sachant cela, les forces britanniques reproduisirent le traitement autrefois infligé aux prisonniers juifs et polonais, ration minimale de courte durée, interdiction de porter des gants ou des vêtements de protection, et menaces constantes pendant le travail pour les empêcher de se reposer. Suite à la manipulation de cadavres en état de décomposition avancée, avec des bras et des jambes qui tombaient parfois, 17 SS moururent du typhus en 2 mois. De plus, un officier se suicida et 3 autres furent abattus par des soldats britanniques alors qu'ils tentaient de s'échapper. La vérité révélait les procès Belsen. Les procès dits de Belsen se sont déroulés 5 mois seulement après la libération du camp. Premiers du genre, ils ont eu lieu avant même les tristement célèbres procès de Nuremberg. Ce procès a suscité une attention médiatique internationale considérable, offrant au monde un premier aperçu tangible de l'horreur indicible de l'Holocauste et du fonctionnement macabre de Bergen-Belsen, surnommé une véritable usine à mort. Il a également créé un précédent historique en étant le premier procès pour crime de guerre à inclure des preuves filmées. Le procès dura 54 jours, débutant le 17 septembre par la lecture de l'acte d'accusation et la plaidoirie de l'accusation. Le 20 septembre, l'armée britannique présenta un film documentant les conditions de détention à Belsen après sa libération. Ces images furent si choquantes que plusieurs témoins, incapables de supporter la cruauté des images, quittèrent le camp. Le lendemain, le tribunal visita le camp de Bergen-Belsen. La défense commença ses plaidoiries le 8 octobre avec le commandant Joseph Kramer, qui témoigna également en sa faveur. Les plaidoiries finales eurent lieu du 7 au 12 novembre, suivies des plaidoiries de l'accusation le 13 novembre. Finalement, le verdict fut rendu le 17 novembre 1945. Les historiens critiquent sévèrement les procès de Belsen, soulignant le manque de préparation et la procédure précipitée. Les gardes SS qui ont fui après le cessez-le-feu du 13 avril
n'ont pas été poursuivis. Dans certains cas, au lieu de témoignages, seules des déclarations sous serment ont été présentées lors de l'audience. Des contradictions ont été constatées dans les témoignages des témoins lors du contre-interrogatoire, et parfois, ils n'ont pas identifié l'accusé comme responsable des crimes. Oskar Schmitz, un ancien détenu, a été faussement accusé d'appartenir à la SS et n'a pas eu la possibilité de le réfuter avant le procès. Les avocats de la défense ont soutenu que les arrestations étaient illégales car elles violaient la promesse de retrait libre incluse dans l'accord de cessez-le-feu. L'accusation a rétorqué que cette promesse avait été annulée par des actes tels que l'incendie des dossiers par les SS et la fusillade du 15 avril. Le 17 novembre, 11 accusés furent condamnés à mort par pendaison, tandis que 18 autres furent condamnés à des peines de prison allant d'1 à 15 ans. Éric Zodel, l'un des gardiens du camp, fut condamné à la réclusion à perpétuité cependant, après un procès militaire distinct en août 1945, qui le reconnut coupable du meurtre d'un prisonnier après la libération, il fut exécuté 13 jours plus tard. Pour exécuter les peines, l'armée britannique désigna le célèbre bourreau Albert Pierrepoint. Ce dernier bénéficia d'un traitement de faveur, promu au grade de lieutenant-colonel malgré son rang hiérarchique inférieur. Il fut envoyé en Allemagne spécialement pour cette mission et logé dans un hôtel de luxe. Chaque jour, une jeep militaire le récupérait pour le conduire à la prison où les exécutions devaient avoir lieu. Au total, Pierrepoint a personnellement procédé à 191 pendaisons hommes et femmes à Hamelin, une prison de Basse-Saxe. Elle a également supervisé l'exécution par peloton d'exécution du condamné Théophile Walasek. Elle était assistée du sergent-major Richard Anthony O'Neill, du sergent James Hunter et d'autres. Pour les femmes exécutées, la présence obligatoire d'une directrice ou d'une directrice adjointe britannique était également requise. La directrice adjointe Wilson, de la prison de Strangeways, en Angleterre, a assisté aux 3 premières exécutions le 13 décembre 1945. À la prison de Hamelin, une potence, adaptée du modèle utilisé à Pentonville, à Londres, fut installée, conçue pour procéder à des doubles exécutions simultanées. Une aile séparée du bâtiment principal abritait cette structure. Avant l'exécution, les prisonniers avaient droit à une assistance religieuse selon leur foi. Certains refusèrent cette option. Joseph Kramer connut une fin paisible, mais Irma Gress, âgée de seulement 22 ans et plus jeune femme condamnée à mort selon la loi britannique, résista jusqu'au bout. Refusant la cagoule noire officielle, Gress tenta de lutter contre son placement tout en insistant pour maintenir le contact visuel avec son bourreau jusqu'au dernier instant. Malgré un Schnell rapidement crié fermement dans ses derniers instants, sa mort fut loin d'être instantanée. Pierrepoint, qui perfectionnait sa technique de bourreau depuis plus de 15 ans, plaça la corde autour du cou de Gress de manière incorrecte. Il en résulta une mort atroce par strangulation au lieu de la rupture cervicale attendue, le faisant mourir d'une mort lente et douloureuse par strangulation, plutôt que par une rapide fracture du cou. Sa fin fut aussi atroce que la vie qu'il mena. L'un des symboles les plus choquants de l'inhumanité du régime nazi est la chambre à gaz, ces machines de mort conçues pour éliminer silencieusement des vies, tuant des centaines de personnes en quelques minutes. Cependant, le camp de concentration de Bergen-Belsen nous rappelle qu'une chambre à gaz n'était pas nécessaire pour perpétrer une tragédie. Là-bas, c'est la brutalité débridée des gardes et la haine fervente de leurs commandants qui ont scellé leur nom comme synonyme de meurtre. Jusqu'à 50 000 hommes, femmes et enfants ont perdu la vie à cause des coups et des mauvais traitements incessants, du manque de nourriture, de logements inadéquats et de l'incapacité à maintenir une température corporelle normale. En 1944, les maladies infectieuses
se propageait sans contrôle dans le camp. Et les gardes nazis y voyaient une méthode idéale pour réduire la population en laissant simplement les prisonnières mourir sans soins médicaux. Les procès de Belsen se sont soldés par l'exécution de 13 hommes et 3 femmes, tandis que de nombreux autres ont été condamnés à de lourdes peines de prison. Cependant, les dommages infligés à l'humanité restent gravés dans les mémoires comme l'un des crimes les plus atroces du XXe siècle.